chaque membre du panel va se présenter et donc partagera son parcours personnel. Puis dans le parcours, il y a une possibilité qu'il partage, ce qu'il faisait avant d'être coach, comment ils ou et elles ont trouvé leur voie, qu'est-ce qui les a amenés, à ce qu'ils sont maintenant? Qu'est-ce que le coach a changé dans leur vie ou ce qu'ils étaient, comment, ils ont influencé eux-mêmes leur pratique de coach? C'est une piste potentielle. Hem, heu, Ce qui peut être intéressant, et ils ont accepté ça, c'est de partager un moment, de sagesse au cours de leur parcours, un moment où ils ont fait preuve de sagesse, qui les a fait grandir. Et aussi un moment avec, de façon candide et appréciative, un moment où ils pensent qu'ils auraient pu faire preuve d'un peu plus, de sagesse et ce qu'ils en ont retiré. Donc ça va être aussi assez précieux. Jean-Raymond faisait allusion à l'impact, du partage des leaders quand ils parlent de leurs échecs personnels. Et je vais mentionner que, quand je travaillais à l'École de la fonction publique, on avait fait, un événement sur c'est ça, raconter ses échecs et c'est toujours très puissant. Ça amène beaucoup d'authenticité chez ceux qui la racontent, l'histoire, puis ça fait réfléchir. Donc ils ont accepté de partager, un moment où ils ont fait preuve d'un peu moins de sagesse qu'ils auraient pu, faire preuve, à ce moment-là. Eux, ils ont aussi des souhaits. Alors, les 4 panélistes, souhaitent que vous repartiez avec un sentiment d'espoir et un esprit de communauté, que vous puissiez constater que l'écart, entre la personne et la coach, parfois est pas si grand que ça. C'est presque, uniforme. Il y a pas un écart si grand entre l'individu puis le professionnel. Hem Puis que les parcours vont vous permettre de réfléchir, puis voir, comment vous voulez poursuivre votre propre, cheminement. Donc ça, c'est les des souhaits qui ont été exprimés par, les 4 panélistes. Dans un deuxième temps, environ 30-40 minutes, il va y avoir une période d'échange. Hem, les membres du panel vont répondre à vos commentaires, vos questions, qui sont reliés à leur parcours. Parce que si jamais vous avez des questions plus, techniques sur la pratique de coaching, on aimerait les garder, pour un prochain panel, qui serait beaucoup plus, versé sur la technique du leadership que sur le parcours personnel. Donc, vous pourrez, les mettre dans le clavardage, puis on en fera une analyse pour voir s'il y a une matière à avoir un panel plus technique sur les approches de coaching, par exemple. Puis ensuite, on va conclure avec un partage de vos révélations, des apprentissages, des choses que vous avez considérées uniques ou, différentes. On finira sur cette note-là. Puis aussi des sujets que vous aimeriez qu'on explore plus tard. Donc 2 choses, tout d'abord, on aimerait filmer l'événement pour, partager, le contenu, aux gens qui vont être absents. Donc, est-ce qu'il y a des réserves? Si vous pouviez lever la main si vous avez une réserve sur l'enregistrement. Non, je vois pas de main levée. Thierry trouve que c'est une bonne idée. Bon, c'est bien. Et le contenu du clavardage, on va le conserver de façon anonyme, pour, l'analyse des questions, puis voir s'il y a matière à faire des suivis. Alors, vu que c'est anonyme, si vous n'êtes pas d'accord, vous levez la main. Je pense que ça va être bon ça. D'accord. Et mon rôle, ben, je suis un peu la MC, mais comme disait à nouveau, monsieur Bonnet.
Je vais être la brochette du shish kebab, c'est-à-dire celle qui va faire les liens avec les 4 panélistes pour tenter de, tu sais, garder le momentum, positionner l'événement et je vais être la gardienne du temps. Il y a un peu d'animation, donc c'est supposément le rôle que je vais jouer. Donc, on aimerait que certains que votre participation, c'est au cœur du succès de cette rencontre-là. Puis on voulait vous proposer d'écouter avec une intention. L'intention, ça peut être de noter. On aimerait aussi ça, vous inviter à noter ce qui vous surprend, ce qui vous étonne, ce qui vous déstabilise, vous inspire. Et aussi peut-être d'identifier les différences puis les similarités entre les parcours de nos collègues, puis peut-être même vous comparer à leur histoire. Euh, Est-ce que votre parcours est similaire? Est-ce qu'il est différent? Donc, d'écouter avec une intention de cet ordre-là. On aimerait ça parce qu'après, on va vous demander tout ce que vous avez retenu, puis comment l'impact que l'événement a eu sur vous. Puis à la fin, ben, c'est ça, vous allez être libre de partager vos révélations, puis des sujets pour le futur. On aimerait savoir ce que vous pensez qu'on pourrait aborder dans le futur. Donc, c'est un peu le propre de l'événement. Auriez-vous pour l'instant des questions? Ça vous va? Oui, une rencontre en 3 temps. Puis avant de commencer, on aimerait qu'une personne ou deux nous définisse ce qu'est un sage. Qu'est-ce qu'un ou qu'une sage? Qui voudrait partager une définition, une description d'une sage? Oui, Thierry. Allez, je me lance. On va lancer la dynamique. Pour moi, un sage ou une sage est une personne qui a une capacité de d'auto-analyse, euh, d'apprendre par elle-même, par lui-même, et plus important, de découvrir que au sein d'elle ou de lui, il y a un plus grand à partager avec les autres. Donc la sagesse en tant que telle, bravo, mais si tu la laisses dans ta pocket, dans ta pochette, bon, eh ben, c'est très bien, repars dans ta grotte et sois un ermite. Mais dans ce cas-là, tu n'es pas sage. Donc voilà, pour moi, pour le sage, il y a une capacité d'intérioriser et de réfléchir, et il y a une capacité après aussi de le partager pour l'autre. Voilà ma définition. Merci Thierry. Puis selon cette définition, donc le panel de sages prend toute sa valeur parce que les gens vont partager leurs réflexions et leur parcours. Une autre personne aurait une définition à partager? Il n'y a pas de prix associé à une bonne définition. De toute façon, il n'y en a pas de bonne définition. Non, ça vous va? D'accord, moi j'ai fait une recherche très rapide et je donne quelques pistes, là. On dit que un sage, une sage, c'est un être raisonnable qui cherche sans cesse la vérité dans les paradoxes et c'est fondamentalement que la vérité est difficilement accessible. Et comme disait notre ami Socrate, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Alors, ça fait partie de la sagesse. Ça ne veut pas dire que c'est un renoncement, mais c'est plutôt d'accepter qu'on est en constante émergence. Ensuite, le sage cultive le doute. Il comprend que la quête de la vérité passe par la connaissance de soi, comme disait Thierry. C'est là où on découvre la sienne, puis on aide à découvrir, on participe à la découverte de celle des autres. Le sage a une posture d'ouverture, de compréhension, d'acceptation. Il fuit
Il tente de fuir les préjugés. Il s'étend de la main, rassure, incite au calme et donne à espérer. Et pour ce qui est de la sagesse, c'est un état d'esprit, savoir-être, savoir-vivre. Il y a une dimension de maîtrise et de sérénité et un fondement de la sagesse, c'est l'humilité. Donc, on est à notre, moment, charnière qui est le panel. Donc, on vous a dit qu'il y a 4 personnes. Heu, Chaque panéliste aura 5 minutes pour raconter son parcours. Je serai la gardienne du temps et j'indiquerai, qu'il reste 1 minute avec, mon carton que j'avais ici, une seconde là, mais je vous le montrerai tout à l'heure. J'indiquerai 1 minute et si tout va bien, il y a pas de questions, alors on commence avec, Virginie Messana. Ah Virginie. Ah, bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait, parce que j'ai eu un message qui me demandait d'activer mon son, mais je pense que ça fonctionne. C'est intéressant qu'on commence avec celle qui pense qu'elle est probablement la moins sage d'entre tous. Et probablement que je suis celle qui correspond le moins à l'image pop qu'on a du sage Confucius avec sa longue barbe blanche. J'ai presque failli amener quelque chose pour me grimer et lisser ma barbe en vous parlant, mais vous aurez tout simplement à vous satisfaire de ma présence et de mon look un peu différent de Confucius. Bon, vous avez déjà accès au bio, donc je ne vais pas revenir nécessairement sur mon parcours, mes diplômes, et cetera. C'est peut-être probablement pas ce qui vous intéressera, mais si on y va tout simplement avec la première question de Louise, de qu'est-ce que je faisais avant d'être coach? Parce que oui, en fait, je suis pas née coach, même si j'aimerais bien pouvoir le dire. J'ai eu une autre vie professionnelle avant et ma première carrière était dans le milieu de la recherche et de l'enseignement universitaire. Donc j'ai vraiment cheminé dans ce milieu-là. J'étais prof à l'université et un beau jour, j'ai fait le pas de me lancer dans le coaching. Pourquoi le coaching à ce moment-là de ma vie? J'ai réfléchi beaucoup à cette question récemment, avec la discussion qu'on a eue avec les autres sages et je pense que c'est un mélange de facteurs qui m'ont fait découvrir la profession du coaching à ce moment-là, une profession que je connaissais pas du tout dans le milieu dans lequel j'exerçais finalement. D'abord la combinaison de devenir maman. En devenant maman, en fait, j'ai découvert d'autres professions, d'aide et j'ai, moi-même, en fait, été, coachée, un autre type de coaching que celui que je fais, mais qui m'a permis, en fait, de découvrir, une approche différente de celle du conseil que je pratiquais davantage, dans la recherche et je dirais aussi une envie d'avoir plus d'impact, de participer à la transformation des personnes. Je ressentais une grande insatisfaction, dans mon milieu professionnel, précédent. J'avais vraiment l'impression d'évoluer dans un microcosme, dans un endroit qui était assez, cloisonné et j'avais le goût d'aller à la rencontre de personnes extrêmement différentes de moi et en travaillant à l'université, paradoxalement, ben, ça m'offrait pas, toujours cette possibilité. Donc il y a eu l'attrait d'aller à la rencontre de l'autre dans toute sa différence, dans toute l'acceptation aussi de sa différence, combinée à ma nouvelle identité de maman qui est quand même venue beaucoup me chambouler, me faire poser beaucoup de questions, me faire me cheminer dans ma propre connaissance de moi, puisque c'est au cœur de la définition de la sagesse aussi. Je pense que ça a été un peu le point, qui m'a fait me tourner vers le coaching. Dans un premier temps, après ma formation, j'ai pratiqué le coaching en parallèle de ma première carrière, jusqu'au moment où j'ai sauté le pas et que je me suis lancée à mon compte avec une entreprise de coaching il y a 6 ans et maintenant c'est ce que je fais déjà depuis 6 ans à temps plein, dans un contexte extrêmement différent de celui qui était, le mien avant avec des clients qui ne viennent pas du tout du milieu universitaire, mais de tout type, d'industrie. Donc ça, c'est un petit peu qu'est-ce qui m'a amenée, au coaching. Je dirais que ce qui commence à changer ma vie, le coaching comme professionnel, mais aussi comme personne, ça a été de redécouvrir ce qu'était l'écoute active et l'appréciation du silence. Pour moi, ça a été vraiment ce qui m'a le plus changé profondément comme personne. Je suis quelqu'un qui a toujours été bavarde, qui aime parler, qui aime, présenter, qui aime enseigner, qui aime former et du coup, le coaching dans une posture de silence
et d'accepter d'être inconfortable ou confortable avec ces silences-là, ça a été quelque chose de très nouveau pour moi au moment de la formation de coaching et qui m'a accompagnée dans ma propre pratique dans les années qui ont suivi avant et après la création de mon entreprise. Donc je dirais que ça a été l'élément le plus marquant. Il y a un livre magnifique que j'ai découvert récemment qui s'appelle «L'éloge du silence», un peu comme «L'éloge de la lenteur» de Carl André, mais c'est encore un autre livre et qui montre de l'importance, en fait, du silence sur le cerveau et je suis persuadée que, notre sagesse, elle vient de notre capacité à nous taire, à écouter profondément pour pouvoir parler au bon moment, là où ça va véritablement avoir le plus d'impact. Je vois qu'il ne me reste qu'une minute, ça va très vite. Moment où je n'ai pas fait preuve de sagesse, parce que ça, c'est la partie croustillante que tout le monde a envie de savoir. Oh mon Dieu, il y en a eu beaucoup, des moments où je n'ai pas fait preuve de sagesse dans ma pratique. À commencer par le fait que j'ai souvent beaucoup de difficultés à reconnaître quand est-ce que j'en ai trop dans mon assiette et j'ai tendance à m'en mettre énormément. Donc, les moments où j'ai fait le moins preuve de sagesse, ça a été d'accepter, par exemple, des coachés où je sentais que peut-être il n'y avait pas nécessairement l'affinité ou alors d'accepter des nouveaux mandats. Donc, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. C'est encore un chantier, c'est en devenir. C'est ça, peut-être d'être sage, de continuer à travailler sur nos points de tension. Donc, je vois que Louise me dit que c'est déjà terminé, mais je veux juste donner une référence d'un autre livre parce que je suis fan de bibliothérapie, un livre qui m'a aidé avec ces moments de non-sagesse qui s'appelle «Entretenir ma vitalité d'aidant» de Pascal Brion. Ça a été un gros déclic pour moi pour trouver des stratégies et m'aider dans ces moments où justement je me laissais déborder. Donc, je voulais vous le partager et je me tais parce que le silence est important. Tiens, on va prendre 2 secondes de silence pour faire le pont. Bravo, tout d'abord, bravo. Hein, c'est toujours difficile d'être la première personne qui entre dans la danse. Donc, merci, merci pour les références. On pourra les envoyer aussi par la suite. Euh, donc, on poursuit parce que notre échange, on veut le faire après. Donc, euh, oui, c'est ça. On va avoir les 4 personnes qui vont partager leurs histoires, puis après, on va interagir. Donc, Marc Davidson est le deuxième sage à D'accord. l'horaire. Avec un petit S. Merci Louise pour avoir accepté, puis merci aux autres pour avoir accepté de jouer avec moi dans cette première-là, projet pilote. Donc, un petit peu de mon parcours, je n'irai pas en gros détail, mais j'ai commencé ma carrière comme travaillant comme un statisticien, puis je me suis vite retrouvé comme directeur. J'avais monté 1, 2, 3, puis je pensais que je connaissais mes choses, puis je pensais que j'étais un bon leader jusqu'à temps que j'allais un cours sur l'influence, puis où j'avais un 360, puis là, quand j'ai rouvert l'enveloppe, le premier matin du cours, il y avait un score de 7, un score de 9, puis c'était pas sur 10, c'était sur 100, sur certains reliés avec l'écoute. Donc, c'était comme je me suis ramassé, puis j'ai un sentiment de honte, puis là, je me suis dit, ben, si je pourrais être un leader, ben, je vais apprendre ce que c'est. Donc là, ça a commencé un cheminement à ce moment-là. Puis j'ai demandé pour un transfert latéral parce que là, j'étais l'expert dans mon domaine. J'avais monté, puis tout passait par moi. Puis, puis là, j'ai pris évidemment de la formation, puis c'est ça qui m'a emmené vers le coaching plus tard dans ma carrière parce que je ne me voyais pas à 30 ans prendre ma retraite 30 ans plus tard encore comme passer des modèles économétriques. Puis ça m'a fait apprécier la transition que moi j'ai dû faire, puis probablement d'autres le font lorsqu'on devient un gestionnaire ou un leader, on devient des généralistes, puis c'est une perte d'identité parce que ça allait bien quand j'étais directeur, puis je savais tout, je les avais réponse, mais à un moment donné, puis moi qui les avais réponse, c'était les personnes dans mon équipe. Puis dans ma carrière de coaching, il y a eu beaucoup de résonance avec ce sujet-là. Pas que je projetais ça sur d'autres, mais souvent, quand c'était là, ben, j'étais plus capable d'accueillir, j'avais plus d'empathie pour cette perte d'identité-là, puis cette transition. Un moment difficile qui m'a fait grandir, c'était pas tellement longtemps. Je faisais partie d'une équipe de coach, puis on avait un programme, le point du coach, puis c'était juste une rencontre. C'était pour un peu tout le monde, démocratiser le coaching. Puis là, il y avait une évaluation, en fait, sur un de 1 à 5, puis
Lorsqu'ils sont venus, on a eu assez de scores pour... ça m'a été présenté, puis j'étais au bas de la liste, 4 ou à peu près, mais en tout cas là, c'était un autre... C'était le même feeling que j'avais eu quand j'avais ouvert l'enveloppe 30 ans de ça. Puis, je me connaissais plus rendu à ce moment-là, puis je savais que recevoir de la rétroaction comme ça, c'est toujours fort, là. Il y a comme vraiment une forte émotion. Puis par le lendemain, j'ai déjà trouvé des solutions. Donc là, j'ai réfléchi à ça, puis je me suis dit, hmm, ça a toujours été un dilemme pour moi de vouloir aider, ou j'aime pas ça voir les gens souffrir, puis de cette tendance à être trop aidant, puis pas être avec l'inconfort de la personne en avant de moi, parce que c'est dans ces moments-là, c'est comme du carburant pour faire des gros changements, mais peut-être que ça prend une grosse énergie, une grosse émotion. Euh, Puis un moment de sagesse qui m'a permis de grandir, c'est pas tellement longtemps, vraiment dans les derniers coachings que je faisais justement à l'Université d'Ottawa, dans le programme de maîtrise puis de doctorat. C'était une étudiante, puis c'est un peu le même programme de Coach's Corner. C'est juste une rencontre de 45 minutes. Mais la même étudiante est revenue 3 fois, puis à chaque fois, c'était comme, j'en revenais pas, qu'est-ce qu'elle avait fait avec la conversation précédente. Donc, puis juste pour en finir, mes constats oui, de mon expérience, c'est que c'est de ne pas sous-estimer l'impact que peut avoir une conversation. Puis des fois, la conversation, c'est comme Virginie a dit, c'est pas tellement de parler, c'est d'écouter. Puis souvent, on se dit, ben, tu sais, je rien passé, j'ai pas donné des choses extraordinaires, non, mais la personne a eu la chance de mettre de l'ordre dans ses idées, puis de partir avec quelque chose qu'elle voyait pas. Puis, puis aussi, c'est de voir les grandes émotions, les moments d'inconfort. Puis j'ai parlé j'ai utilisé la métaphore, c'est comme du carburant pour pouvoir entreprendre des gros changements. Tu sais. Parce que sans ça, si c'est pas une grosse réaction de dire, ben, tu sais, c'est tellement difficile de changer quelque chose que des fois, ça prend un bon coup de pouce interne pour pouvoir amener quelque chose qui va se manifester à l'extérieur. Puis le dernier aspect que je vois dans mon parcours, c'est que oui, mon cheminement intérieur, mon cheminement coach, mon cheminement spirituel, mon cheminement coach, c'est comme un suit l'autre, puis un embarque avec l'autre. Donc, je pense qu'en faisant ce métier-là, on grandit. Donc, merci beaucoup. Ton micro, Louise. S'il était ouvert. OK, là, il est ouvert. Non, je disais que mon travail de gardienne est facile parce que vous êtes bien docile. Alors, c'est à toi, Sylvie Daigle. C'est à toi. Merci, Louise. Merci, Virginie, et merci, Marc, d'avoir aussi bien entamé la conversation. Moi, le coaching, c'est arrivé dans ma vie comme un cadeau. C'est vraiment un cadeau que la vie m'a fait. Après 25 ans comme gestionnaire dans le réseau de la santé, quand j'ai annoncé ma retraite, beaucoup de gens sont venus me voir pour me dire à quel point, parce que j'avais été là, ils avaient réussi telle chose, ou parce que je les avais soutenus dans tel projet, ils avaient décidé de changer, d'appliquer sur un poste, de changer de carrière. Alors, j'en revenais pas qu'après 25 ans, après avoir fait toutes sortes de réalisations, d'avoir monté des projets, d'avoir réalisé même des résidences, ce qu'on avait retenu de moi, c'était le fait que j'avais soutenu les personnes et qu'elles étaient devenues autres parce que j'étais là. Alors pour moi, ça a été une véritable révélation, un vrai cadeau. Et on m'a même demandé, il y a des gens qui m'ont dit, et là, ça fait longtemps de ça fait près de 20 ans, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, j'aimerais ça que tu me coaches. Je savais même pas ce que ça voulait dire. Je savais pas quelle posture prendre, je savais pas comment faire ça. Donc, j'ai entamé une formation. Je trouvais ça intéressant. De toute façon, je voulais continuer à être active professionnellement. Alors, j'ai commencé une formation à l'école de coaching de gestion de Montréal. Et là, j'ai eu un autre cadeau. Le cadeau, c'est de rencontrer Jean-Raymond Bonnet. Puis lui, il m'a convaincu
d'aller dans une autre école. Puis pas parce que l'école de coaching de gestion, c'est pas une bonne école, mais il me voyait, puis lui-même était formé en coaching intégral. Alors, il m'a vivement soutenu pour que je commence cette formation-là en coaching intégral. Ça a été un autre cadeau dans ma vie. Souvent, je dis, moi, quand j'ai commencé cette formation-là, j'avais le choix ou bien de faire un grand voyage pour pas mal de mois, ou bien suivre la formation en coaching intégral. J'ai choisi le coaching intégral, puis je suis jamais revenue. Je suis là-dedans depuis ce temps-là. Ça a changé ma vie, véritablement. Ce que j'ai vu en moi, c'est ma capacité de croire en l'être humain, de croire que chacun est unique et que chacun a une contribution unique à apporter. Et c'est ça qui m'a le plus motivée à poursuivre en coaching. Bon, Jean-Raymond est devenu mon mentor. J'ai suivi ma formation d'ailleurs avec Michel, qui est avec nous ce soir, qui était un autre cadeau parce que c'était très intéressant et surtout très drôle de suivre des cours avec Michel, enrichissant et drôle. Coaching intégral, pour moi, ce que ça a été, ça a été mon squelette. La capacité aussi à utiliser toutes les ressources chez l'être humain, les ressources somatiques, les ressources spirituelles, les ressources émotives, les ressources intellectuelles, mettre ces ressources-là ensemble au service du développement personnel. Il me reste 1 minute, je vais choisir ce que je voudrais dire. Je voudrais dire, c'est que les changements, ça ne s'arrête jamais. Et Marc en a parlé. Pour moi, ma vie, c'est le coaching, mais puis ma vie, c'est ma façon, le coaching, c'est ma façon d'être dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle. Et je suis constamment en changement et j'espère que je vais continuer à l'être longtemps. La petite chose que moi j'ai faite puis que j'aurais fait autrement si je l'avais su, puis je dirais que ça se résume avec le mot trop. En prendre trop, trop de contrats, trop de clients, parler trop. Alors voilà, ça se termine là-dessus. Je ne veux pas parler trop ce soir. Merci. C'est un rôle bien ingrat que le mien parce que vous êtes sur des lancers puis je dois vous interrompre. Je m'excuse, mais dans quelques minutes, on reprend tout ça puis il y aura des clarifications puis vous pourrez ajouter des choses que vous n'avez pas pu faire en si peu de temps. Je vous remercie de collaborer. Donc, on termine avec Jean-Raymond Bonnet, le mentor d'une certaine personne, puis un sage. Allez, Jean-Raymond, c'est à toi. Voilà, minuterie. Alors, c'est un petit peu différent des autres, probablement. Moi, ma carrière était éclectique. Alors, techniquement, j'ai travaillé dans 12 ou 13 emplois différents, chez 6 employeurs différents. Et la personne qui a fait un discours lors de mon départ de la banque avait dit que ce qui me caractérisait, c'était l'accompagnement dans les postes que j'avais occupés. Que ce soit un travail de professionnel ou un travail de cadre, elle disait, Jean-Raymond, c'est quelqu'un qui accompagne les autres. Et donc, en quittant la banque, la Banque du Canada, la consultation et le coaching, c'est venu naturellement parce que c'était une continuité dans ce que je faisais auparavant. Plus précisément, ce que j'ai fait auparavant, j'avais fait beaucoup d'enseignements à tous les niveaux. J'ai fait de l'accompagnement en ressources humaines, j'ai fait de la gestion du changement, diriger des opérations, ce genre de choses-là. Mais donc, l'accompagnement, c'était vraiment la brochette dans le chiffre kebab. Cette expression-là, je l'ai utilisée souvent en classe pour expliquer aux gens que les choses sont liées les unes aux autres. Et si on ne les lit pas ensemble, ben, ça tombe. Ce que je voudrais partager avec vous, c'est une expérience éprouvante pour une cliente et pour moi, qui était un grand apprentissage et c'est un échec, en fait, s'est transformé en apprentissage. Alors, c'était vers la fin de la formation, Interworld Coaching Canada, et on avait des clients pro bono, et Laura m'avait
matcher avec une personne et en me disant, oh, it will be a blast. Ce fut un blast tout à fait parce que c'était tellement mal. Alors, après 2 rencontres, j'avais fait passé à travers tous les modèles et donc je m'assois et je lui présente ce que j'avais trouvé. Et là, je la vois qui se tortille sur sa chaise comme ça. La chaise tourne, elle est mal à l'aise. Moi, je suis mal à l'aise, mais je continue à parler. Euh, Elle a continué à se tortiller et à un moment donné, évidemment, elle a mis fin à la rencontre. J'ai revu 2 jours plus tard pour faire le point là-dessus. Et ce qu'elle m'a dit, c'était que sur le plan du contenu, j'étais complètement dans le mille, mais sur le plan de la forme, complètement dans le champ. Et dans ce temps-là, même si on est dans le mille sur le plan du contenu, si on est dans le champ de l'autre côté de la forme, il n'y a rien qui va passer, il n'y a rien qui fonctionne. Ce que je tire de cette expérience-là, qui était vraiment importante, c'est que 2 choses. La première, c'est ce que j'avais entendu dans la formation, à savoir que, les modèles sont réducteurs, quel que soit le modèle, et on a tendance facilement à prendre des raccourcis avec les modèles. Et ce que Laura disait, c'était les modèles, ça va dans le dos. On s'appuie sur nos modèles et on est une éponge pour la personne qui est devant soi. Donc, on la reçoit, ses sentiments, ses émotions, son comportement, sa façon d'être. Et de cette façon-là, on peut faire le lien entre ce qu'on a perçu à travers la lentille des différents modèles et ce qu'on voit de la personne qui est là. La deuxième leçon qui est pour moi la plus importante et que je vais même répéter plusieurs fois avec les clients et les clientes, c'est d'être capable de s'observer, se voir aller et de se corriger en même temps. Être sur un plancher de danse et sur le balcon en train de se voir danser et changer au fur et à mesure pour s'accorder avec ce qui est en face de soi, avec ce qu'on a, avec ce qu'on travaille, avec nous-mêmes, avec la personne qui est devant soi, avoir des arrêts, avoir des silences et se replacer. Et donc, ce mouvement-là d'observation et de se replacer, pour moi, c'est la plus grande leçon que j'ai pu tirer de cet événement-là, mais aussi des autres fois où j'ai travaillé avec des clients. Et ce n'est pas seulement en tant que coach que c'est important, mais c'est aussi en tant que personne. Parce que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que moi, ça m'est déjà arrivé de me faire dire, Jean-Raymond, t'es-tu vu aller? Et ça veut dire qu'on ne se voit pas aller tout simplement et qu'on ne peut pas se replacer jusqu'à temps. Donc, ça, c'est les 2 éléments qui sont pour moi les plus importants dans ce que j'ai retenu dans les 15 dernières années. Voilà, il reste 21 secondes. Madame l'animatrice. Quand même puissant, 2 grandes leçons de vie en 15 ans, hein, quand même. Je me rappelle quand je faisais ma maîtrise, puis que le prof disait plus c'est épais une maîtrise, plus c'est épais. Alors, hein, l'éloge à la synthèse, c'est pas négligeable. Alors, vous avez réussi tous les 4 à, à répondre à, c'est ça, un esprit synthétique. Donc, voilà, on vous offre ces 4 parcours de vie. Maintenant, avec l'intention qu'on vous a proposée dans l'écoute et votre curiosité. Donc, il y a une partie de l'événement qui est à vous. Vous pouvez demander des clarifications, faire un comparatif entre votre parcours et le leur ou les divergences, les similarités. Donc, c'est à vous. Et je vais travailler avec Nicole. On va regarder le clavardage aussi. Puis, on peut travailler avec la main levée. Là, on sait un peu comment ça fonctionne maintenant. Si vous levez la main, vous auriez le micro. Et sinon, ben, vous pouvez écrire vos commentaires, vos questions dans le clavardage. C'est à vous. On a un bon 20-30 minutes même. Ben, je peux commencer.
Ah, Voilà. je vois Hélène a levé la main. Ah, il y a plusieurs mains levées, d'accord. Donc, je vais commencer par Hélène. Moi, ma question est pour Sylvie. Sylvie, ce qui m'a un peu surpris, parce que tu sais, j'ai quand même, je te connais quand même, puis tu as été ma mentor et tout ça. Puis je me rappelle quand on se rencontrait et tout ça, tu étais tellement enthousiasme tu sais, de ta quantité de clients et tout ça. C'est comme tu as dit, trop de contrats, trop de clients, parler trop. Est-ce que tu peux développer un peu plus là-dessus? En fait, je me suis laissée prendre par justement en mettre trop, parce que je faisais du coaching, mais je faisais de la consultation aussi. C'est d'ailleurs, c'est là qu'on s'est rencontrés à travers ça, entre autres à travers ça. Et le fait d'être débordé, d'en prendre beaucoup, et comme bon, chacun l'a mentionné, l'importance d'être en développement soi-même. Le coaching s'appuie sur le développement du coach et prendre le temps de se développer soi-même, puis prendre le temps au changement d'opérer et de se voir aller, comme le disait Jean-Raymond, de se voir aller. Alors, moi, ça m'a pris du temps à l'apprendre. Et heureusement, maintenant, j'y suis, j'en suis très contente. Mais c'est dans ce sens-là que je dis ça. Puis l'autre élément aussi, c'est, tu sais, je dirais, trop parler. Tu sais, le mot trop, pour moi, là, il est très, très, très significatif. Alors, il y en a qui ont mentionné ça, là, le silence, le temps laisser le temps au silence, le laisser opérer. J'écoutais, puis je me rappelle pas où j'ai vu ça, mais quelqu'un disait, on ne devrait parler que lorsqu'on améliore le silence. Et Oh, moi, intéressant. Intéressant comme. Moi, je trouve ça intéressant. Super. Ben, merci, Sylvie. merci à toi. Oui, il y a beaucoup de personnes qui gagneraient à répondre à cet adage. Souvent, mais ça, il y a un aspect culturel. Souvent, on est très mal à l'aise dans notre société quand il y a un silence. Moi, j'ai vécu en Asie, puis le nombre de secondes de silence à une table en Asie est beaucoup plus élevé que chez nous. On laisse le silence. C'est peut-être Confucius qui a réussi à influencer, mais le silence n'est pas aussi menaçant en Asie qu'il l'est dans la culture nord-américaine, européenne. Là, c'est une grande généralisation, mais j'ai pu observer ça parfois. Claudine, après Jacqueline. Euh, j'aimerais savoir de quoi ça a l'air, un contenant dans le champ. Vous avez parlé de votre expérience avec votre cliente, que le contenu était dans le mille. Et vous avez dit le contenu est dans le mille, mais le contenant est dans le champ. Ouais. J'aimerais pas savoir de quoi ça a l'air quand on est dans le champ au niveau du contenant. Je peux parler maintenant? Tu m'entends? Oui. Mhm. C'est de ne pas être présent à ce qui se passe dans la rencontre entre deux personnes, d'être dans sa tête. Et quand on est dans sa tête, on ne perçoit pas comment l'autre personne réagit. On est une espèce de robot qui décline ses réflexions, mais qui n'est pas en conversation avec la personne. C'est ça, être dans le champ. Merci. Et mieux vaut avoir un peu moins de préparation et d'hypothèses et beaucoup plus de contact. Mhm. Parce que c'est d'avoir une conversation. S'il n'y a pas de conversation de l'un à l'autre, peu importe tout le contenu qu'on peut avoir, ça ne passera pas. Alors, c'est ça, être dans le champ. Et c'est se rendre compte, c'est d'être conscient qu'on est en conversation. C'est ça le muscle pour moi à développer, qui est très difficile. Est-ce que c'est clair un peu? Oui. Absolument, merci. Ça fait plaisir.
Oui, puis c'est un muscle, on l'a dit plus d'une fois, les gens qui on veut personnifier la présence, hein, puis là, on veut faire de notre mieux, personnifier la présence, faire de notre mieux, puis parfois faire de notre mieux, c'est déjà de se demander quelle autre question on va poser, puis de se regarder aller. Ça nous empêche, hein, d'être, vraiment là, donc ça doit être le phénomène du contenant aussi, c'est tout un exercice, puis on a plusieurs rencontres de coaching, je l'ai entendu ce phénomène-là. Alors, c'est peut-être l'expérience qui minimise, ce langage intérieur, Jacqueline? Merci. Juste une minute, Louis, je voudrais ajouter quelque chose pour bâtir un petit peu ce que tu as dit au début, tu sais, comme il n'y a pas de hiérarchie dans le coaching, c'est facile, c'est pas comme tu vas voir un médecin, puis toi, tu es en bas là, puis tu connais rien, puis il va te dire pas peur, puis en anglais, le mot coach, tu sais, ça vient de pour moi, une des racines, c'est co-achieve. Tu sais, donc, on est deux, puis l'aspect de co-création. Donc, Coaching, je n'avais pas remarqué ça, là. Oui, Jacqueline, c'est toi. Merci, Marc. Bien, premièrement, merci aux 4 sages pour votre authenticité et vos partages. Ma question, je pense que ça s'applique à vous 4, c'est que je vais vous laisser voir qui trouve que la question est pertinente pour elle ou veut prendre la balle au bon. C'est comment vous avez vécu 2 adaptations très importantes que je vis présentement comme nouvelle coach parce que vous avez tous abordé cette profession en tant que changement de profession. Alors, l'adaptation d'être expert dans son domaine avec beaucoup d'années d'expérience, beaucoup de compétences qui sont reconnues et de recommencer comme novice et apprenante dans une nouvelle profession. Comment vous avez vécu cette adaptation-là? L'autre adaptation, c'est en lien avec le rythme, d'être dans une profession où le rythme roule très vite. Et là, justement, l'importance dans une conversation de coaching, de laisser le temps au silence et aux pauses, c'est une grande adaptation là, dans façon d'être. Alors, je suis intéressée à entendre la réponse d'une personne parmi vos 4. Ben, je peux répondre. Pour moi, c'était relativement facile parce que j'ai changé souvent d'emploi et d'employeur. Donc, je n'ai pas passé, même si j'étais 25 ans à la vente, par exemple, j'ai quand même eu 7 emplois différents là-dedans, dans des départements différents. Donc, moi, un emploi, c'était 2-3 ans. Et là, je changeais. Et contrairement à d'autres personnes qui font chez le même employeur, le même type d'emploi pendant longtemps. Donc, je suis dans ceux qui sont éclectiques. Donc, changer, c'était relativement simple et facile. Et surtout très agréable parce que là, sachant que je suis plutôt un travailleur solitaire qu'un travailleur d'équipe, je me retrouvais maître de mon destin et je pouvais choisir mes clients. J'avais beaucoup plus de liberté que j'en avais dans un cadre organisationnel. Alors, pour moi, c'était une libération. Ce que j'ajouterais, pour moi aussi, ça a été une libération parce que j'ai le sentiment que le coaching m'a permis d'être moi-même, de vraiment, de ne pas travailler dans une structure, une organisation, un cadre qui m'oblige à adopter certains comportements ou à produire des choses rapidement. Le coaching m'a permis d'être moi-même. Alors, pour moi, l'adaptation n'a pas été difficile. Au contraire, au contraire. Peut-être je peux me permettre d'ajouter quelque chose. Dans mon cas, l'adaptation, ça n'a pas été tant à la nouvelle profession parce que je l'avais choisie un peu pareil que ce que Sylvie exprime, en adéquation avec mes valeurs, dans mon moi profond, donc je me reconnaissais là-dedans. L'adaptation, c'était plutôt de trouver un nouveau village, en fait, référent à mon identité propre. Parce que, en fait, cette adaptation, pour moi, ça a été de partir d'un écosystème à un tout nouveau qu'il fallait recréer. Et ça, pour moi, ça a été plus difficile que de me sentir à l'aise dans ma nouvelle profession
parce que tout le réseau que j'avais constitué jusque-là, les gens qui faisaient partie de ma vie, bah, je les ai pas vraiment tous amenés dans ma nouvelle profession et ça a été la plus grosse adaptation, parce qu'il y en avait beaucoup qui comprenaient pas nécessairement, même pourquoi moi je faisais ça, même si je le communiquais bien. Eux n'étaient pas dans cet état d'esprit, et il y a des déconnexions qui se sont établies davantage avec mon réseau, je dirais. Donc ça, c'est intéressant peut-être de voir quelle est la source peut-être d'une déconnexion quand on la vit et qu'on fait l'expérience d'une adaptation. Parce que clairement, Jacqueline, tu as choisi, hein, j'imagine, c'est quelque chose qui t'attire, donc ça serait peut-être s'interroger, voilà, sur quelles sont les autres sources de déconnexion. Ta deuxième question aussi, je la trouvais super intéressante. Tu as demandé l'autre type d'adaptation, le rythme, c'est ça. Et quand j'avais pris des petites notes pour mon partage à moi, c'est drôle parce que si j'ai relevé la même chose que pour moi, la plus grosse adaptation en termes de pratique de coaching, c'était au rythme parce qu'effectivement, dans mon ancienne profession, c'était pas du tout le même rythme. À l'intérieur des conversations, c'était pas le même rythme non plus. Heu, Bah, quelque part, je pense que j'ai pas eu le choix que de m'y adapter parce que j'ai vu que la façon dont je fonctionnais avant, ça marchait pas. Ça marchait pas dans les conversations de coaching, ça permettait pas, de vraiment rentrer dans la posture qui était attendue. Donc je m'y suis adaptée par évidence, en voyant que les résultats étaient pas probants de toute façon, d'essayer d'utiliser l'ancien rythme dans la nouvelle réalité. Donc ça s'est opéré quand même assez naturellement de mon côté. Mais c'est certain, je suis d'accord, en tout cas pour moi, c'était une adaptation, le rythme. Marc? Oui, juste pour s'habituer au silence, je pense que la méditation, ça a été mon plus gros outil pour ça parce que il y a le silence entre les moments où je suis bombardé d'idées. Là, c'est la pratique de méditation. Donc, comme ça développe ce muscle-là. Puis l'autre chose, comment s'habituer à pas être dans le donneur de réponses puis de conseils. C'est vers la fin quand quelqu'un te dit ah, ça c'est une bonne question, là, tu sais, c'est comme ah, ça faisait ma journée, là, tu sais, on dirait que c'était plus une question qui j'ai commencé à mettre plus d'emphase là-dessus, puis même après les rencontres, de faire dans mon petit journal, de dire, ben, tu sais, quelles questions ont eu de l'impact aujourd'hui? Donc, en changeant le focus sur mais qu'est-ce que cette personne-là devrait faire au lieu de dire, ben, tu sais, quelles questions pourraient lui aider à réfléchir par elle-même, parce que mes réponses sont pas nécessairement ses réponses. Mais ça m'a pris bien du temps à faire ça, parce que c'était dans mon ADN, tu sais, du début de l'école jusqu'à longtemps, même en entreprise. Je finis vice-président parce que je suis bon à donner des réponses, que ce soit dans mon domaine ou dans d'autres. Donc, après ça, tu sais, c'est certaines déformations. Puis pour coach, c'est pas ça du tout. Donc, juste d'avoir de l'humilité, puis il y a des fois, tu sais, tu te regardes, tu dis, ouais, ben, t'as pas un 10 sur 10 aujourd'hui. Donc, on va se prendre la prochaine fois. Puis, et voilà. Ouais, c'est un grand défi, ça, dans le domaine du leadership. Souvent, les leaders ont l'impression qu'on attend d'eux beaucoup plus de réponses que d'écoute, hein. C'est tout un muscle à travailler aussi. On semble souvent être sollicité pour la réponse et non pour juste être dans le moment ouais, de prendre ce qui est là. Puis, donc, c'est certain que surtout, tu as été VP dans ta vie, tout ça, hein, on s'attendait à ce que tu trouves des solutions à plusieurs choses. Ouais. Odile, c'est ça. Alors, bonsoir tout le monde. Merci à nos sages, hein. C'est merveilleux de vous écouter. C'est vraiment très sympathique. Moi, j'aurais une question. Elle n'est pas destinée à l'un ou l'autre, mais plutôt j'aimerais bien vous entendre si c'est possible, les quatre. J'imagine que vous êtes encore en activité, de ce que je comprends, en tout cas. À l'heure actuelle, dans ce monde en grande mouvance, hein, avec tous les défis qu'il y a au niveau écologique, au niveau des écarts de revenus entre les individus, et j'aimerais vous entendre sur les cadres, les leaders, comment ils se sentent par rapport à leurs propres valeurs et aux valeurs de l'entreprise. Est-ce que vous avez
du coacher le sens si les gens que vous coachez, est-ce qu'ils sont en adéquation avec l'entreprise, ces choses-là? Intéressante question. Merci, Odile. Est-ce que... Oui, Sylvie? Oui, merci Odile pour cette question-là parce que c'est au cœur, je pense que c'est au cœur de ce que les coachs vont devoir de plus en plus, vont devoir composer. Les rythmes sont très rapides dans les organisations. Il y a des changements un après l'autre, des changements avec lesquels les leaders qu'on coach ne sont pas nécessairement en harmonie, avec lesquels ils ne sont pas en harmonie, de sorte qu'il y a souvent des conflits de valeurs. On rencontre ça régulièrement. Et comment la personne se retrouve à l'intérieur de ça, il y a parfois des choix à faire. Mais c'est une question très... J'ai pas de réponse, hein? J'ai pas de réponse, mais je peux dire que c'est très présent dans les organisations. Merci, Sylvie. Réaction, Jean-Raymond, Marc? Oui, j'ajouterais, Odile, c'est là que le questionnement peut être utile, tu sais, comment j'observe qu'est-ce qui se passe en dedans de toi, comment tu te sens avec ça, tu sais, c'est pas à moi de donner des conseils, tu devrais partir, tu devrais rester, mais juste leur donner une place pour, tu sais, si c'est en dedans d'eux autres qu'il y a cette bris d'harmonie, comme Sylvie dirait, ben, ça va se manifester d'une façon ou d'une autre, soit au niveau santé, soit au niveau des engagements, ça va dépendre sur le leadership. Donc, parfois, c'est possible peut-être qu'il y a une posture à prendre tu sais, peut-être que tout bouge tellement vite que c'est facile de s'engourdir avec l'activité, pas avoir à penser à ça, là, tu sais. Mais juste les ramener là-dedans sans seulement donner des réponses, ça peut faire son chemin, ça peut même avoir un impact sur l'organisation. Peut-être qu'une voix commence, mais d'autres voix s'ajoutent, puis ça peut changer l'orientation. Mais très bonne question, merci. Pour aller peut-être dans le même sens que Marc, moi je dirais que souvent, cette problématique-là, elle est amenée par un autre porte d'entrée en fait. Donc les personnes viennent avec des besoins de coaching, des objectifs qui ne vont pas être nécessairement au départ should I stay or should I go? Donc est-ce que je devrais rester ou non? Est-ce que je suis alignée ou non avec les valeurs organisationnelles? C'est même pas encore conscientisé ni verbalisé de toutes les façons au départ. Souvent la porte d'entrée, c'est d'autres sources d'insatisfaction, de choses qui se passent au travail, qu'on soit un leader ou qu'on soit un contributeur à un autre niveau individuel. Et la personne va faire ce cheminement d'elle-même grâce au travail qu'on fait en coaching de toute façon, d'exploration de ses propres valeurs, d'interrogation sur son pourquoi, de ses relations, etc. Et d'elle-même, en fait, la personne, elle met ses morceaux en place et elle en vient à prendre des décisions qui sont alignées sans même parfois qu'on ait une conversation autour de la déconnexion en tant que telle. Ce n'est pas nécessairement le point d'entrée, mais on y arrive par défaut au fil des conversations de coaching. Donc, je dirais qu'il y a aussi ça à observer, c'est-à-dire que même si nous, on le voit et on est capable de remarquer le fil directeur entre ces conversations, les coachs, eux, quand ils n'arrivent pas avec cette prémisse-là, en fait. C'est autre chose qui vient motiver leurs besoins en coaching et qui nous fait y travailler indirectement et pour eux, d'être capables eux-mêmes de mettre les pièces du puzzle ensemble. Ok, merci. J'apporte. Oui, Jean-Raymond. Tout à fait d'accord avec ce que tu viens de dire. J'ajouterais également que une des choses qui, pour moi, m'a beaucoup aidé, c'est de comprendre le fonctionnement de la société. Il faut juste maintenir deux individus qui ont une conversation à partir d'un problème ou d'un défi, etc. Mais pour comprendre les changements dans les organisations, je pense aussi qu'il faut comprendre les changements dans la société, de voir qu'est-ce qui polarise la société et de lire beaucoup dans les journaux, de lire des essais qui nous donnent une compréhension générale de la société dans laquelle on peut placer les organisations et les personnes qui en font partie. D'avoir une vision globale et aussi d'agir localement au fond. Parce que si on agit uniquement localement, quant à moi, ça me paraît un peu limité si on n'a pas cet ancrage-là global.
derrière soi pour pouvoir comprendre et orienter la personne. J'aimerais ça ajouter que il y a actuellement, c'est vraiment des courants qui se développent, beaucoup de courants autour de prendre soin de soi, beaucoup d'approches spirituelles, beaucoup de comment on peut se retrouver au sein de groupes où on peut échanger, discuter et prendre soin de soi. Et il y a beaucoup de mouvements dans ce sens-là. Alors, je pense que ça aussi, ça peut être des ressources intéressantes dans les organisations. En même temps, je ferai l'avocat du diable, si tu permets. Notre société est très individualiste. Et le prendre soin de soi peut devenir un refermement sur soi-même et son petit moi devient plus important que l'univers tout entier. Et l'humanité ne peut survivre qu'en tant que collectivité et collaboration. Donc, le grand apprentissage, c'est de vivre avec les autres et de prendre soin de soi en vivant avec les autres. Et pour moi, les groupes de prendre soin de soi ont ce danger-là de refermement. OK. Alors, on va mettre le « et », pas le « mais Ah, d'accord. ». Prendre soin de soi et ouais, c'est ça. prendre soin de la collectivité. Ouais. Ouais, ben, il y a un lien. Moi, j'ai vu votre main, Michel, j'arrive à vous. Ce lien entre cette pensée mondiale et notre réalité locale et prendre soin de soi. On est tous conscients que le monde va pas très, très, très bien. Et donc, est-ce que vous avez l'impression que la, l'approche coaching qui est individuelle, mais parfois l'impact est tellement mondial qu'on n'est pas habitué à ça. Est-ce que ça change quelque chose, cette image mondiale, ces grands enjeux catastrophiques sur l'approche coaching que vous mettez de l'avant? Est-ce qu'on est habitué à jouer dans ces milieux aussi désastreux, là? Nicole nous a envoyé une approche de méditation suite à Tout le monde en parle, où la médecin est venue parler de ce qu'elle a vu à Gaza, puis ça nous a beaucoup ébranlés, là. Alors, est-ce que ça change votre approche de coach dans ces contextes-là? Oui, vas-y, Sylvie. C'est intéressant que tu amènes ça parce que personnellement, je pense qu'il faut de plus en plus aller dans les organisations vers le coaching de groupe, vers les cercles de coaching, pour créer au sein des organisations des groupes qui se soutiennent entre eux, mais qui peuvent créer une force pour amener des changements autour d'eux. Je dirais aussi que la question que tu soulèves de tout ce qui se passe dans le monde, comment ça nous influence, ce serait certainement un bon sujet à ramener en discussion pour les coachs. Parce que je pense pas qu'on ait de réponse là-dessus, mais je pense que c'est quelque chose, c'est une chose sur laquelle il faut s'attarder. C'est très important parce que ça a de l'impact sur les organisations et sur les personnes. Oui, merci. Merci. D'autres réactions, Virginie, Marc? Ben, moi, Non? j'allais juste ajouter, c'est exactement dans le même sens que Sylvie, qu'il y aurait plein d'exemples à donner aussi, ne serait-ce que avec la problématique de la pandémie, quand la pandémie s'est passée, qu'on devait coacher aussi dans ce contexte-là qui était lourd, où il y avait une anxiété collective et individuelle qui impactait donc la capacité des personnes à nourrir de l'optimisme, de l'espoir, à trouver des stratégies, à gagner en clarté. Toutes ces problématiques typiques de coaching étaient hyper impactées par un phénomène global. Donc, que l'on parle de guerre, que l'on parle de pandémie, etc., ça nous pousse en fait dans nos pratiques de coaching
à adopter encore plus tout ce qu'on a appris pour rester dans une posture de coaching, justement. Moi, je dirais, on a parlé beaucoup du silence, de ne pas tomber dans le conseil. C'est là que c'est encore plus précieux de véritablement rester dans cette posture-là, parce que c'est là qu'on peut avoir le plus gros impact pour outiller les personnes à faire face à des tensions globales qui pourraient mettre à mal même leur capacité à entrevoir des solutions collectives, en plus des solutions individuelles. Mais c'est vrai que ça serait chouette d'avoir même un panel sur ce sujet-là, parce qu'on aurait déjà dans notre arsenal plein d'exemples qu'on peut donner et desquels on peut peut-être s'inspirer pour les autres défis à grande échelle qui nous attendent. Oui, c'est un bon point. Donc déjà, Marc, tu vois, le design prend de l'envol. Et moi, j'avais suivi une formation en coaching, puis avec des Britanniques. Puis là, on parlait de ecological coaching, d'avoir de façon assez intégrée du questionnement, c'est ça, mondial, et de la perspective de l'écologie dans notre approche coaching, ce qui était, c'est nouveau, on n'avait pas beaucoup développé à l'époque. Merci, j'ai vu ta main, Nicole, juste un moment. Michel. Oui, ma question a un peu évolué là, avec les conversations. La question que j'avais, c'est comment les coachs prennent soin d'eux-mêmes dans la panoplie de pratiques. Qu'est-ce qui, pour nos 4 sages, là, a été le plus important comme prise en charge de soi? Mais je rajouterais, tout en s'enfermant pas sur soi-même, là, je vais faire le complément de Jean-Raymond, une pratique qui ferait qu'on ne serait pas enfermé à se regarder le nombril. Merci, Michel, bonne question. Je ne montrerai pas mon nombril. Dans mon cas, il n'y a pas de méthode comme telle. C'est un état d'esprit. Je suis optimiste de nature. Je suis pogné avec ça, donc je suis heureux de nature. Et de tous les philosophes que j'ai lus, celui qui m'a le plus influencé, c'est un qui s'appelle Montaigne, qui n'est pas un philosophe, c'est un moraliste, et qui dit il faut prendre la vie comme elle vient. Et donc, prendre soin de soi, ça veut dire prendre la vie comme elle vient et respecter les choses de base. Il faut bien manger, aimer quelqu'un autant que possible, bien dormir, faire de l'activité, avoir une vie diversifiée et être pensé par soi-même. Donc, être conscient de l'influence que peut avoir, par exemple, tout l'aspect catastrophique que les médias mettent dans les nouvelles, parce qu'au fond, l'humanité va beaucoup mieux qu'il y a 100 ans. Il y a moins de pauvreté, il y a moins de morts infantiles, il y a moins de maladies, il y a des épidémies qui ont été évitées grâce au vaccin, mais on met l'accent sur les catastrophes. Et donc, ça vient teinter tout l'état d'esprit de tout un chacun. Et c'est d'être, au fond, prendre un pas de distance par rapport à ces choses-là et respirer par le nez. C'est rassurant, c'est ça qu'on a fait ce matin avec Nicole, on a respiré par le nez. Alors, on est bien outillés. Oui, Sylvie. Je vais dans le même sens que Jean-Raymond, avoir une bonne hygiène de vie. On sait quoi faire pour prendre soin de nous. Alors, c'est de mettre ces pratiques-là en place. Pour ma part, il y a aussi tout je fais partie d'un mouvement spirituel qui me soutient énormément et qui m'aide vraiment à me connaître de plus en plus et aller de trouver vraiment qui je suis, qui est l'essence de ce que je veux amener en coaching. Alors pour moi, ça, c'est extrêmement important. Un autre élément qu'on a fait et qui a été pour moi très riche, c'est qu'on s'est regroupé 5 coachs et qu'on se rencontre aux 6 semaines environ. Et au début, on faisait du coaching entre nous, puis bon, ça a évolué vers autre chose. Mais ça aussi, c'est des collègues, être proche des collègues et d'échanger sur le coaching, échanger sur qu'est-ce qui se passe pour chacun de nous, pour moi, ça a été très important. En fait, j'ai 2 groupes comme ça là, auxquels j'appartiens et pour moi, c'est très, très, très soutenant.
Merci. Marc, ton micro est ouvert. Oui, Sylvie a dit ce que j'avais à dire. Donc, c'est ça. Je dirais récemment, c'est les groupes. C'est peut-être que ça a été un bon résiduel de la pandémie parce que c'est la seule façon mais ces regroupements-là sont très nourrissants puis ils m'aident à plusieurs niveaux, tant sur le plan social, personnel, spirituel. Donc, Merci. Et Virginie? intégral, c'est ça. Et moi, la seule chose que j'ajouterais en plus de tout ce qui a déjà été dit, pour vraiment prioriser ma santé émotionnelle et sociale aussi, parce que je trouve ça quand même très drainant, les échanges qu'on a en coaching, parce que forcément, ça prend beaucoup, beaucoup de notre énergie. Et il faut forcément se ressourcer énergétiquement de diverses manières pour arriver à assumer. Et moi, une de ces choses que j'ai ajoutées, ça a été les formations en communication non violente. Évidemment, elles sont utiles dans la relation à l'autre, mais elles ont été surtout utiles dans la communication non violente à mon propre égard, en fait. Et de comment l'utiliser pour pratiquer l'autocompassion, pour pouvoir mieux m'accepter, mieux me comprendre quand je vivais différents types de déclencheurs émotionnels, y compris comme coach, parce que je ne cesse pas d'être une humaine qui a des besoins et qui ressent des choses dans les conversations de coaching. Et la CNV, pour moi, ça a été le plus beau cadeau dans mon parcours de coach pour me donner ce toolkit en fait de santé émotionnelle par rapport à ta question, Michel. Vraiment, et puis c'est quelque chose que je continue de parfaire, je continue d'assister à ces formations, pas juste parce que je me dis que c'est utile comme coach, mais surtout pour moi-même en fait, pour me soutenir moi-même là-dedans et parce que souvent dans ces formations, on a l'opportunité de travailler en binôme avec d'autres personnes qui pratiquent la CNV pour avoir justement ces suivis des rendez-vous hebdomadaires, donc un petit peu comme on vient d'en parler avec un cercle de coach. Ben là, c'est la même idée. On a un espace d'écoute absolue, un espace d'empathie, en fait. Et ça, j'ai toujours l'impression que ça me réénergise complètement pour pouvoir faire mon travail de coach. Et j'ai vraiment besoin de ça. Est-ce que Michel, ça vous va? Est-ce que vous reconnaissez? Oui, ça vous va? Ça vous inspire? C'est bon. On s'approche tranquillement de notre troisième segment. Jean Raymond a mentionné son inspiration, son influence de Montaigne comme moraliste. Je vais demander aux trois panélistes quel sage philosophe vous aurait influencé, qu'il soit contemporain ou ancien. Je peux en ajouter un. Ah oui, Alors, c'est Snoopy et Peanut. d'accord. Peanut dit à Snoopy, un jour on va mourir. Et Snoopy de lui répondre, les oreilles en l'air, tous les autres jours de notre vie, on va vivre. Oui, on aurait pu finir là-dessus. C'est bon, c'est bon. C'est la philosophie dans dans sa plus belle forme. Et nos collègues philosophes, entre Lao Tzu, Confucius, Luther King, etc., est-ce qu'il y en a un qui vous a inspiré et ou qui vous inspire encore? Un sage, une sage? Ben, moi, il y en a un qui m'inspire beaucoup, c'est un Canadien, c'est Gabor Maté, qui a fait beaucoup, c'est un psychiatre, psychologue, travaille avec les personnes, les toxicomanes à Vancouver, puis il a 80 ans, puis il est encore partout, il est vraiment une grande ouverture, puis il y a une grande compréhension, puis beaucoup dans ce que Nicole a mentionné au niveau du trauma, mais c'est très large. Donc, c'est une personne qui m'inspire beaucoup. Puis, une des choses qu'il mentionne, c'est comment l'esprit puis le corps, c'est pas deux choses, c'est une chose. Merci, Marc. Sylvie? Je dirais Nicolas Jani, qui est un Britannique qui, moi, m'influence beaucoup, qui est vraiment lui, il est vraiment dans le silence. C'est vraiment même assez impressionnant de le voir coacher
avec seulement un petit mot, une observation. Et alors, moi, ça m'inspire beaucoup actuellement. Puis ce que j'ajouterais, c'est que le coaching, entre le moment où moi j'ai commencé à coacher il y a déjà près de 20 ans et maintenant, c'est incroyable comment le coaching a évolué. Nicole mentionnait le trauma, le coaching informé par toutes les recherches sur le trauma, mais il y a énormément, c'est vraiment effervescent ce qui se passe actuellement en termes de coaching. Alors, il y a des formations qui se donnent qui sont très inspirantes, de gens très sérieux. Alors, j'ose le dire, là, il y a une organisation qui s'appelle Coaches Rising. Je ne sais Ah pas si oui, les gens le connaissent, mais c'est une source absolument incroyable pour connaître des approches à travers le monde. Parce que la recherche se fait, c'est très appuyé, c'est sérieux. Alors, ça vaut vraiment la peine de suivre ces écoles-là. mhm. C'est là où j'ai connu Nicolas et je crois qu'il est italien d'origine, mais qui a vécu dans- en Grande-Bretagne, je crois, mais peu importe. Mais, Je sais que sa carrière s'est faite, mais ses origines, je ne les connais pas. Je sais ouais, qu'il a fait sa carrière en Angleterre. mais très puissant en effet. Et Virginie, est-ce que tu nous l'as dit? Qui t'a inspiré? J'ai dû manquer l'info. J'y ai pas beaucoup réfléchi, mais du Non, coup, c'est pas j'ai grave. creusé la tête et j'ai une idée. Mais alors, je sais pas si en réfléchissant plus, j'aurais dit quelqu'un d'autre, mais je sais pas pourquoi. J'ai pensé à une autrice, tout simplement, que j'aime énormément, Maya Angelou, qui a écrit ce fameux poème Still I Rise, qui pour moi, pourquoi j'ai pensé à elle? Parce que beaucoup des écrits de Maya Angelou, ça incarne vraiment la résilience, en fait, face à l'adversité. Puis comme on a beaucoup parlé de comment est-ce qu'on gère un environnement changeant avec des défis, des choses qui nous impactent à différents égards, ben, c'est en continuant de nourrir de l'optimisme, de l'espoir. Et c'est un peu ce message de résilience qui, moi, continue de m'inspirer au quotidien. Donc, j'aime beaucoup Maya Angelou. Très bien. Quelqu'un demande, est-ce que tu voudrais écrire son nom dans le chat? D'accord. Ben, on est dans les temps. Il nous reste environ un petit peu moins de 15 minutes pour que vous preniez la parole, si vous le voulez, de partager qu'est-ce que vous imaginez comme panel futur. Ça, c'est de un. Et deux, une révélation ou qu'est-ce qui va différer dans votre pratique demain matin à cause du temps que vous avez passé avec nous. Donc, vous êtes libre de lever la main. Ce sont nos deux questions. Des sujets pour le futur. Oui, Claire? Bon, merci infiniment. J'ai adoré cette soirée-là, très enrichissante. Et pour moi, j'ai eu vraiment une révélation avec les propos de Virginie. Virginie, quand vous avez dit que le fait d'avoir accepté des coachés, quand ça ne collait pas, il y avait eu comme un manque de sagesse de votre part. Et ça m'a beaucoup interpellée parce que c'est ce que je vis présentement. J'ai accepté un coaché, puis je n'étais pas certaine. Et puis, je sens pas que ça colle du tout. Je sens vraiment que je suis peut-être pas la bonne coach pour lui. Alors, je me demandais dans votre cas, de quelle façon est-ce que ça s'est manifesté quand ça ne collait pas, ce coach-là, par rapport à votre expérience? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti avant de le rencontrer ou ça s'est produit de façon graduelle au cours des rencontres? Est-ce que vous apprécieriez de connecter après la session pour aller plus loin dans la réponse? Est-ce que ça vous irait? Moi, je serais curieuse d'entendre la réponse de Ah, bon, Virginie très par bien, rapport à ça, oui. très bien. Allons-y. Merci pour ta question, Claire. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a aussi beaucoup touchée. Donc, bah, ça me touche que pour toi aussi, ça soit quelque chose que tu vives en ce moment. Dans mon cas, et peut-être ça sera complètement différent du tien, moi, j'ai découvert a posteriori que ces situations, elles sont venues de mon désir de vouloir aider tout le monde.
Donc, dans mon travail, mon propre travail de croyance, de choses qui étaient enfouies bien avant que j'entame du coaching, je pense que j'avais un gros syndrome du sauveur, mais vraiment pas bien réglé. Et du coup, mais je l'admets hein, avec toute transparence, et sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui fait que même dans certaines consultations, alors que j'avais déjà un inconfort, je me disais, ah, je ne suis pas sûre que cette personne, ça colle avec mon énergie, avec la façon dont même j'apprécie de travailler. Pour moi, c'est très important quand même. Je suis sélective, très sélective maintenant sur les personnes avec qui je travaille. Ben, j'ai quand même accepté, même si je ressentais à l'intérieur de moi une hésitation et que je le savais, j'ai pas écouté mon intuition dans ces 2, 3 cas. Très rapidement, j'ai changé ma manière de faire après ça. Je n'ai pas reproduit l'expérience pour 10 ou 20 personnes. J'ai arrêté les frais quand même rapidement de ce pattern-là, puis je l'ai travaillé. Mais dans mon cas, je pense que ce qui m'empêchait d'écouter mon intuition et cette petite voix, déjà même dès le départ, parce que je le savais au fond de moi, c'était vraiment cette envie de vouloir aider malgré tout, en fait, d'aider l'autre, de déceler le besoin criant, c'est cette espèce de détresse, mais du coup, c'était un pattern qu'il fallait que moi, je règle. Donc, je sais pas, c'est pas peut-être quelque chose qui va t'aider, mais c'est juste mon histoire à moi. Oui, oui, ça m'aide énormément. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Oui. Et si jamais on n'a pas le temps d'avoir vos révélations et suggestions à l'oral, vous pouvez entre-temps l'écrire dans notre clavardage. Donc, une autre personne qui voudrait partager une révélation et ou une suggestion pour des panels futurs. Oui, ah, je vois Claudine. Ah, je te vois là, oui. Bonjour, Claudine. Je vois ta main. D'accord. 2 choses. Pour moi, c'est un grand rappel au silence ce soir. Je le prends comme cadeau. Merci. Et la deuxième chose, c'est que dans la veine de la proposition de faire un panel au sujet de le contexte sociétal et qu'est-ce qui se passe et l'impact que ça a. Dans le cadre de Convivium et dans le cadre de New Ventures West, James Flaherty a proposé un nouveau métanarratif et je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir René-Pascal Laberge ou quelqu'un d'autre de Convivium qui viendrait nous parler du nouveau métanarratif en coaching intégral qui est présent maintenant et avec lequel, en tout cas, Convivium nous invite à travailler. Merci. Bien. Le métanarratif s'appelle « Le monde est en feu ». Ça pourrait peut-être être intéressant d'inviter plusieurs différentes écoles de coaching, soit des facilitateurs ou des dirigeants pour avoir une diversité. Ouais, bonne idée, Nicole. Oui, Michel? Oui, moi, tout à l'heure, j'ai entendu coaching individuel et cercle de coaching. J'ai fait la formation leader avec Charles Baron à l'Université Laval et à la fin, il a dit, moi, je ne fais plus de coaching individuel parce que je crois aujourd'hui que c'est dans le coaching, les cercles de coaching, le coaching de groupe qu'on apprend le plus. Et je trouve que puis il n'est pas allé plus loin, là, mais cette question-là m'interpelle. Et puis j'ai entendu là, qu'on s'est aussi posé cette question-là. Donc peut-être complémentarité entre les deux, avantages, inconvénients de l'un et de l'autre, mais je trouve qu'il y a une belle thématique. Oui, oui, c'est bon. Merci. Avez-vous eu une révélation, Michel? Ah, moi aussi, c'est le silence, là. D'abord le supporter, puis l'accueillir, puis le goûter, puis ensuite coacher dans le silence avec quelques mots. Il y a du travail, mais ça me touche beaucoup. La prochaine fois qu'on va se rencontrer, on va se donner 90 minutes de silence.
Il y a des gens qui font des semaines. Moi, je connais une jeune, elle a fait 7 jours de silence. C'est vraiment incroyable. Autre chose, il nous reste 5 minutes. Non, c'est bien. Peut-être, oui, juste. J'avais la main à gauche levée. Oui, oui, excuse-moi. Il n'y a pas, il y a pas de problème. Oui, Juste, moi, dans le fond, avant de terminer, je voulais remercier puis de la générosité des 4 sages. Je trouve ça, c'est ma première expérience avec votre groupe ce matin et c'était soir, puis je suis vraiment emballé. Je trouve que ça a été très riche, beaucoup, puis en profondeur aussi. Je suis très surpris et content, dans le fond, de la profondeur des propos, puis il y a beaucoup de bagages dans ça et je retiens un peu comme tout le monde le silence, mais aussi l'humilité de ne pas savoir et de laisser aller la personne qui est devant être complètement en écoute. Donc, moi, ça me parle beaucoup. Et, merci. c'est un peu tout ça. J'ai pris des notes, puis je ne suis pas un preneur de notes d'habitude, là. J'ai pris des notes et ça va être enregistré de toute façon, mais merci encore. Donc, à tout le monde. Merci. Puis, comme je disais au début, l'humilité, c'est un fondement de la sagesse. Donc, nos collègues ne mentent pas. Ils sont de vrais sages. Hmm. Nicole, tu avais levé la main? Non, pas levé la main. C'est bien. Mais écoutez, comme on a dit au début, le succès d'un événement comme ça, il est partagé. Hein. Il paraît que Michel est un roi du co-développement. Ben, c'est un peu ça. Hein. On a une idée, on a fait un design, mais vous avez rendu l'expérience riche et c'est à cause de vous aussi on pense que ça a bien fonctionné. Donc, on vous remercie. Et c'est ça. Je sais pas si on va être sage comme des images après cette soirée-là, mais on a eu de la matière à réflexion. Est-ce que quelqu'un des sages aurait le mot de la fin? Peut-être j'irais pour juste pour remercier tous vous autres, puis les 4 autres personnes qui m'ont accompagné là-dedans, incluant toi, Louise. Je pense que ça a amené beaucoup à l'animation de cette soirée, puis à Jean-Raymond, à Sylvie, puis à Virginie. Un gros merci pour avoir osé embarquer dans l'aventure avec moi. Donc, c'est beaucoup de gratitude. Ben, moi, je dirais merci à tout le monde de votre intérêt, de vos questions. Alors, merci beaucoup d'avoir été là. C'est bon? Oui, alors si tu Bon. veux, Marc, est-ce qu'on se parle 2 secondes après? Oui. 2 petites minutes, c'est bien. Bon, ben passez une bonne soirée. Puis trouvez-vous un sage comme mentor, là. C'est pas le choix qui manque. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée à vous tous. Salut Bonne soirée, Virginie, merci Virginie, merci. beaucoup. Merci Bye. beaucoup.